Pour voir, vos dis qui zouts la blonde, not les crins tant sorn et luisants, que at cestine funéans. Plus haute que n'est la flore de lys, clair et blanc, le front et le vis. Sort la colore, par grande merveille, d'une fraîche colore vermeille, que nature lui haute donnée, et stoit sa face enluminée. Si oil, si grande clarté rondoint, que deux estoiles ressembloint. Onc deus, ne sot fermiauts, le nest, la botche ne les iauts. Que diroy de sa biauté? Ce fut celle, pour vérité, qui fut faite pour esgarder, quand ce pays en miraire, aussi comme on en mirait or. Le proverbe du vilain nous enseigne que souvent chose qu'on dédaigne vaut mieux qu'on ne le pense. Il a donc raison, celui qui tourne à borne fin ses efforts, si modeste soit-il. Car sa négligence pourrait passer sous silence une chose qui, plus tard, pourrait plaire. Chrétien de Troyes, lui, nous dit qu'il est louable de s'appliquer à bien dire et à bien enseigner. Il tire d'un conte d'aventure une composition très bien ordonnée par laquelle on peut démontrer et savoir que celui-là n'est pas sage, qui ne répand pas la science, quand Dieu lui donne la grâce de le faire. C'est le conte d'Érec, fils de Lac, que ceux qui gagnent leur vie à réciter devant les rois et les grands ont pris l'habitude de morceler et de corrompre. Je commence ici mon récit. Chrétien se vante que le souvenir de cet arrangement durera aussi longtemps que la chrétienté. Christiane Marchellonizia, la langue de Chrétien de Troyes, les romans de Chrétien de Troyes, puisqu'il appelle cela des romans, se trouvent à une croisée, peut-être à un carrefour de l'histoire de la langue française, et à un carrefour important. Effectivement, Chrétien de Troyes est écrit en gros entre 1170, 75, on ne sait pas trop, disons sur une quinzaine d'années à peu près, dans le dernier quart du XIIe siècle. Et c'est la période où la littérature, on pourrait dire, émigre d'Angleterre vers la France. Les premières grandes œuvres de la littérature écrites en français donc, mais en dialecte anglo-normand, ces premières œuvres viennent d'Angleterre où ont été copiées, écrites dans la mouvance des rois d'Angleterre qui étaient normands d'origine. Et c'est à l'époque plus tardive, après 1150, que le basculement en quelque sorte du pôle littéraire se fait sur l'Hexagone, sur la France. Et Chrétien de Troyes est sans doute le meilleur représentant de cette littérature proprement continentale. Est-ce que Chrétien de Troyes se veut aussi le représentant? Est-ce qu'il se dit être le représentant d'une nouvelle littérature, disons, d'un nouvel ancien français, je ne sais pas. Explicitement, du point de vue de la langue, non. Cela dit, plusieurs choses. On sait qu'il écrit dans un centre qui est certainement plurilinguistique. L'une des personnes à qui il dédie ses œuvres, Marie de Champagne, comtesse de Champagne, est l'une des filles d'Aliénor d'Aquitaine. Donc, certainement en relation avec l'occitan, avec les poésies de son arrière-grand-père, donc, certainement en relation avec l'Angleterre, où sa mère, en seconde noces, a épousé celui qui deviendra le roi. Donc, il y a ce côté français, mais français pluridialectal. D'autre part, si Chrétien de Troyes est bien de Troyes, ou a écrit dans cette région-là, on sait que Troyes était un centre très actif de culture juive. L'un des plus grands auteurs de l'époque était là-bas aussi. Enfin, on n'a pas d'ailleurs posé la question de savoir si Chrétien de Troyes n'était... Exactement, puisqu'il s'appelait Chrétien, oui. Ne serait-ce pas par antiphrase en quelque sorte, ou bien pour assurer une culture chrétienne qu'il aurait prise secondairement, en quelque sorte. Comment savoir? En tout cas, c'est une question qu'on peut se poser, en effet. Et d'autre part, tout clerc, à l'époque, avait fait ses premières armes et ses premières éducations sur le latin et en latin. Et Chrétien est tout entier pris dans la littérature latine, les réminiscences, etc. Le retravail des contes anciens se retrouve chez lui. Ovide, par exemple. Absolument. Donc il est tout entier dans cette mouvance littéraire.
L'ancien français nous est une langue curieusement étrangère, dont nous ressentons, malgré son étrangeté, la proximité. Et nous aimons à nous l'entendre lire. En écoutant du Chrétien de Troyes, outre les mots que nous repérons au fil du texte, c'est la musique que nous percevons d'abord, comme une partition musicale, dit Alain Ray, dont il ne nous resterait que les paroles. Une langue dont on sait aussi l'importance de l'oralité. Au XIIe siècle, point de lecture silencieuse. Mais cette prononciation recréée, que savons-nous en effet des sonorités du Moyen-Âge, a peu de guide. Il existe bien sûr des lois de phonétique historique. Mais nous avons aussi, pour reconstruire les sons de la lecture, des documents précieux. Ce sont les manuscrits des copistes qui restituaient le son avec leur système graphique. Ce n'est que plus tard que la graphie s'est détachée de l'oral. Ainsi, recommande Mireille de Maulx, pour lire Chrétien de Troyes, il faut lire au plus près de ce que l'on voit, se fier à l'écrit. La langue de Chrétien de Troyes a un moule qui est l'octosyllabe. Le vers, c'est une langue versifiée. Donc cette langue, on ne peut en avoir une perception que d'abord par l'écriture. Et pour bien percevoir toutes les nuances, la valeur, il faut finalement analyser l'octosyllabe et comprendre l'utilisation du vocabulaire à l'intérieur de ce moule, qui est un moule à la fois rythmique, syntaxique. C'est un vers qui est caractéristique du roman qui est en train de naître vers la première moitié du XIIe siècle. C'est-à-dire qu'au moment où il écrit, le genre romanesque est en train de se créer, sans que l'on en ait véritablement conscience. D'ailleurs, Chrétien de Troyes utilise plutôt les termes conte pour désigner son œuvre, histoire, c'est-à-dire l'histoire, livre, mais il utilise également plutôt la périphrase mettre en roman, c'est-à-dire écrire, translater dans la langue romane. Et l'octosyllabe est le vers du récit, du roman qui est en train de naître. C'est un vers qui est très rapide, 8 syllabes. Il n'a pas des coupes qui sont bien définies. Mais Chrétien de Troyes va utiliser avec une très grande souplesse le rythme de l'octosyllabe, avec vivacité. Il va donc utiliser des enjambements, des rejets, des contre-rejets pour mettre en valeur, par exemple, l'entrée d'un personnage, une action. Disons que c'est le vers du récit. Alors, outre cette novation, il y a certainement le fait que Chrétien se sent comme un narrateur qui, sinon invente, mais en tout cas prend en charge quelque chose qu'il appelle la conjointure, un mode de narration par entrelacement. On commence par un personnage et puis on l'abandonne quelque temps. Un autre personnage devient le pôle de l'histoire, le thème de la narration, puis on va retrouver l'ancien, etc. Donc il y a là un mode de narration qu'il assume complètement, qu'il pense être nouveau et qui va faire la richesse de sa littérature, c'est certain. Et cela ira même jusque dans ses romans, puisqu'on pense qu'il a composé en même temps, parallèlement, 2 romans, Yvain ou Le Chevalier au Lion et Lancelot ou Le Chevalier à la Charrette, tous deux autour de 1180. Alors, la langue de Chrétien de Troyes, c'est ce qu'on appelle l'ancien français. Exactement. Et même, on pourrait dire, puisqu'on en est à raffiner les étapes de l'ancien français classique. On pourrait dire qu'entre 1150 et 1230, 1250, il y a une langue dont la grammaire est assez cohérente, bien sûr avec la diversité qu'introduira la prose bientôt, mais la langue est assez cohérente et Chrétien en est un superbe représentant. Et je prendrai un exemple qui est l'ordre des mots dans la phrase. En ancien français, et en particulier dans cet ancien français classique, l'ordre des mots n'est pas le nôtre. Tout le monde sait qu'en français, on est censé respecter l'ordre sujet, puis le verbe, puis le complément d'objet, s'il y en a un. On peut mettre avant le sujet, d'ailleurs, tout un tas de choses, mais disons qu'il y a un noyau dur très fort
très imposant qui est sujet, verbe, objet. L'ancien français n'a pas cette obligation. L'ancien français doit commencer par quelque chose qui est une référence à ce qui précède, qui est, comme on dit, un thème, ce dont on a déjà parlé, et qui fait le lien avec ce qui précède ou qui fait le lien avec ce que connaît son interlocuteur. Et c'est pourquoi on ne peut pas commencer un roman, une narration par « un jour un agneau se promenait au bord d'une fontaine », etc. Impossible, ça ne se trouve pas. Et chez Chrétien en particulier, on le voit très très bien à l'œuvre dans ses romans. Ces romans commencent par ce que son public connaît d'abord. Prenons le premier de ses romans, Erec et Enid par exemple. Il commence par « Lieve Lines » dit en son respit que telle chose a l'endespit, etc. Le vilain dit, dans ses proverbes, ou le proverbe du vilain, il fait allusion à quelque chose que tout le monde connaît, comme nous on pourrait dire, la sagesse des nations dit que, c'était du même ordre. Et il ne peut pas introduire son héros, Erec, tout de suite. Un jeune homme, un chevalier qui s'appelait Erec, il n'en est pas question une minute. Donc nous allons faire, sur 80 vers, un très long détour par, eh bien tout d'abord, le moment où va commencer l'histoire, et c'est au jour de Pâques, tout le monde le connaît ce jour, c'est Pâques, on ne vous dit pas l'année, peu importe, mais c'est le jour de Pâques. Au temps nouvelle, c'est le printemps, tout le monde connaît. À Caradigan, son châtel, donc le château de Caradigan, qui est l'un des grands châteaux, et du coup, dès lors qu'on sait que c'est Pâques, que c'est dans le château de Caradigan, Arthur va pouvoir intervenir. Et en effet, haute liroues Arthur corte tenu. Le roi Arthur avait tenu sa cour. Et voilà qu'on nous raconte qu'il décide de lancer une grande chasse. Et peu à peu, on voit partir tous les chevaliers. Le roi Arthur va partir pour cette chasse, suivi de la reine. Puis, un chevalier les suit. Et son nom était Erec. Et voici Erec intervenant. Mais c'est seulement après coup, c'est après la mise en place de toute une série d'éléments que tout le monde connaît. Et c'est qu'ainsi que l'on procède. Et ça, c'est codé dans le roman de ce moment-là, de cette époque-là. On pourrait dire que la structure du roman imite, est homologue à la structure de la phrase. On commence par ce qu'on connaît, le thème. Ensuite vient l'action, le verbe, et puis le reste qu'on connaît mal, qu'on apprend justement. Mais cette structure-là, on la retrouve très très bien. Et c'est sans doute une des forces de la langue de Chrétien de Troyes que, sans qu'on s'en rende compte, on perçoive cette homologie entre la structure générale de sa langue, ce qu'on connaît, ensuite le reste, et la structure de ses romans. On commence doucement, en empathie avec ce que connaît l'interlocuteur. Ce fut au temps qu'arbres feuillissent, herbes et bois et prés verdissent. Les oiseaux en leur latin chantent doucement au matin. Et tout être de joie en flamme que le fils de la veuve dame dans le grand manoir solitaire se leva et ne tarda guère que sur la selle ne se mit de son cheval et qu'il ne prit 3 javelots et tout ainsi pour la vaste forêt répartie. Pour la vaste forêt répartie. Pour la vaste forêt répartie. Ainsi, en la forêt il entre. Et maintenant le cœur du ventre pour le doux temps lui réjouit. Et pour le chant que il ouït des oiseaux qui joie faisaient. Chrétien de Troyes utilise le rythme de l'octosyllabe pour mettre en valeur certains éléments. Par exemple, dans des descriptions ou dans l'arrivée de personnages. Et
il lui arrive de combiner à la fois la ressource expressive de l'ordre des mots et la ressource expressive de l'octosyllabe. Un des exemples les plus frappants est la première apparition du Graal dans le conte du Graal, et même, je dirais, dans la littérature française. La première fois que ce mot apparaît dans la littérature française, c'est dans, je dirais, 2 vers qui ont un ordre tout à fait singulier. Et il vient d'où ce mot Graal alors? C'est une énigme. En fait, le Graal, cela désigne un plat de service qui est en usage à la fois dans les familles nobles. C'est un plat qui est assez large, dans lequel on pouvait mettre, par exemple, je sais pas, une hure de sanglier ou un grand poisson. Mais ça peut désigner également des corbeilles où on peut mettre le pain à lever, des seaux. C'est un vocabulaire qu'on retrouve finalement aussi dans les campagnes françaises. Et si l'on pense par exemple au titre qui a été donné, le conte du Graal, c'est un titre qui devait résonner assez étrangement pour quelqu'un du XIIe siècle. Peut-être que nous pourrions le traduire de manière très prosaïque, le conte du plat, ce qui serait vraiment très étrange, ce qui résonnerait pour nous très prosaïquement, alors qu'en fait le Graal représente une énigme pour nous. Un Graal, entre ces 2 mains, une Dameisel tenoit, et avec les valets venoit, belle et jointe et bien assesmée. Eh bien, le mot Graal, vous voyez, apparaît en tête de vers. Il occupe la première place, ce qui est une place rythmiquement forte. Elle est accentuée. C'est un ordre tout à fait singulier, c'est-à-dire il a placé en tête le complément d'objet. Ce n'est pas une construction, je dirais, peu usuelle en ancien français, parce que la construction qui consiste à placer en tête le complément d'objet et ensuite le verbe se retrouve au XIIe siècle à peu près dans 1/4 des phrases déclaratives. Ce qui par contre ici est tout à fait singulier, c'est que entre ce complément d'objet, un Graal, et le verbe, qui est placé vraiment à la fin de la proposition, tenoué, eh bien il va placer un complément de manière, un Graal entre ces 2 mains, et le sujet. C'est-à-dire qu'entre le verbe et le complément d'objet, eh bien il va insérer le complément de manière et le sujet. Et ça, c'est une manière d'emphatiser finalement le complément d'objet et de détacher ce complément d'objet qui est le mot Graal. Je parlais tout à l'heure de cette difficulté qu'a l'ancien français à commencer une phrase ou un récit par quelque chose d'indéterminé, d'indéfini. En début de phrase, c'est difficile. Christiane Marchellonizia. Eh bien, il y a un seul cas chez Chrétien de Troyes que j'ai découvert, peu importe, comme linguiste. C'est pas très drôle de dépioter des romans de Chrétien de Troyes en comptant le nombre de phrases, mais ça apprendrait chose. Une phrase commence ainsi. Un Graal, entre ces 2 mains, une Dameisel tenouée, et avec les valets venouet. Donc, un Graal, entre ces 2 mains, et remarquez qu'on ne sait pas encore à qui appartiennent ces 2 mains. Une demoiselle tenait et venait avec les jeunes gens. 2 indéfinis pour le complément d'objet, un Graal tenait et le sujet, une demoiselle, avec un ordre des mots complètement tordu. Et il y a un mystère énorme, et c'est le centre même du roman. Donc ce mot Graal dans le roman apparaît au début, quand on dit que Chrétien de Troyes commence le conte del Graal, et ici. Et c'est pour mettre en valeur cette indéfinition et ce mystère sans doute, qui est à la fois un mystère pour les lecteurs et pour celui qui assiste à la scène, que Chrétien a bâti cette phrase, a déstructuré la phrase normale en mettant en début quelque chose qui devait choquer la conscience grammaticale, disons, de ses auditeurs. Et tandis qu'il parlait ainsi, un valet d'une chambre vint, qui une blanche lance tint, empoignée par le milieu, et il passa entre le feu et ceux qui au lit se tenaient. Et ceux qui étaient là voyaient la lance blanche et le fer blanc. Sortait une goutte de sang du fer de la lance au sommet.
et jusqu'à la main du valet coulait cette goutte vermeille. Le Gallois voit cette merveille. Mais comme il est nouveau venu, de demander ses retenues, comment cette chose advenait. Car du prud'homme se souvenait celui qui chevalier le fit, qui lui enseigna et apprit que de trop parler se garda. Il craignait, s'il le demanda, qu'on ne le tînt à Villénie. C'est pourquoi ne demanda mis. Alors, 2 autres valets vinrent, qui chandeliers en leurs mains tinrent. Un Graal entre ses 2 mains, une demoiselle tenait, qui avec les valets venait, belle, gentille et bien parée. Aussitôt qu'elle fut entrée, avec le Graal qu'elle tint, une si grande clarté vint qu'alors perdirent les chandelles leur clarté, comme les étoiles, quand soleil se lève ou la lune. Donc Alain Rey, cette langue, en tout cas de Chrétien de Troyes, est loin d'être archaïque. Alors, pour l'époque, elle est extrêmement moderne. Elle est moderne dans la mesure où elle renonce à des ornements qui étaient ceux des romans antiques pour adopter un type de récit beaucoup plus simple et beaucoup plus direct et beaucoup plus efficace et beaucoup plus humain. C'est-à-dire que les personnages ont une psychologie, alors que dans les romans antiques, ce sont un petit peu des marionnettes. Enfin, j'exagère, mais c'est un petit peu cette tendance-là. Elle est moderne dans la mesure où elle abandonne les thèmes et les manières de s'exprimer du XIe siècle, qui étaient essentiellement enracinés dans l'expérience de la violence féodale, avec des valeurs qui étaient le suzerain et son vassal, les rapports de fidélité. Il n'est question, il n'y a qu'à se rappeler la chanson de Roland, il n'est question que de fidélité et de trahison, il n'est question que de politique. D'une certaine manière, ça nous fait penser à Corneille, il va devenir, si vous voulez, une sorte de littérature de la noblesse, de la hauteur de vue, de la violence aussi. Il y a des chansons de gestes qui sont absolument effrayantes, dans lesquelles les gens s'étripent gaillardement, et c'est décrit avec une simplicité aussi redoutable. Donc là, du côté du récit simple, les gens du XIe siècle savaient faire. Mais ce qu'ils savaient peut-être moins faire, c'était passer de l'épopée à la couleur humaine, et surtout y mettre des sentiments familiers de tous les jours. Le sang et la neige ensemble, les fraîches couleurs lui semblent de blanches fleurs son amie. Il pense tant qu'il s'oublie. Mireille de Maule. Je pense au moment où Lancelot est en route vers le pays de Gore, à la recherche de Guenièvre qui a été enlevé par Méléagant. Et il tombe dans une sorte de pensée mélancolique tout en chevauchant. Et c'est sans doute le rythme de son cheval qui le plonge dans un état entre la veille et le sommeil. Eh bien, par le rythme de l'octosyllabe, il réussit à suggérer le balancement du cheval, ce balancement doux. Il va utiliser à ce moment-là un rythme 4-4 assez régulier qui donne l'impression de la marche du cheval. Et-il de la charrette pans, consil qui fortune défense, n'aver amors qui le justice. Et ses pensers est de telle guise que lui-même en oublie. Ne sait s'il est ou s'il n'est mis, ni ne lit membre de son nom, ne sait s'il est armetz ou non, ne sait où va, ne sait d'on vient, de rien nul ne l'y souvient, fort d'une seule, et porte-ses-lit, a mis les autres en oubli. A-t-elle seul pense tant qu'il note, ne voit, n'est rien entente. C'est difficile de trouver un artifice de traduction qui rende à la fois ce balancement et puis également l'utilisation du vocabulaire, parce qu'il va jouer du verbe savoir qui est nié de la position de la négation devant ce verbe. C'est-à-dire il utilise aussi des formules syntaxiques qui permettent
de suggérer cet état d'inconscience. Quand un personnage tombe dans un état, je dirais, de rêverie très profonde, dans laquelle finalement il perd toute conscience de lui-même, il va utiliser certains mots, notamment par exemple le verbe penser ou le substantif penser, qui ont des résonances très profondes. Ce verbe penser, c'est une pensée, mais qui est finalement une abstraction totale de la réalité. Et il va l'utiliser en colocation avec le verbe oublier. Et oublier, finalement allié à penser, suggère bien que le personnage oublie tout le monde, toute la réalité, y compris lui-même. Et on va retrouver cette colocation de penser et oublier, par exemple, dans un autre épisode de Rêverie, qui est une méditation de Perceval, qui contemple 3 gouttes de sang sur la neige. Et ces 3 gouttes de sang sur la neige lui font penser au visage de sa bien-aimée, à Blanchefleur, aux couleurs du visage de sa bien-aimée. Eh bien, il va contempler ces gouttes de sang, tomber dans une rêverie profonde, et à ce moment-là, le texte dira « il pense tant qu'il s'oublie ». Il va tant penser qu'il s'oublie lui-même. On retrouvera l'alliance de ces 2 mots. Et d'un roman à l'autre, finalement, il y a comme une continuité de l'utilisation des mots chez Chrétien. Et Percevaus commence à poindre là où il avait eu le vol. La jante fut férue elle colle. Si saigna 3 gouttes de sang, qui espandirent sur le blanc, si sembla natural color. La jante n'a mal né dolor qu'en contre-terre la teniste, tant que il attend y veniste. Elle s'en fut en saus volée. Et Percevaus vit défoulé la neuf qui saute la jante jus, et le 5 qui a encore paru. Si s'appuya de sort sa lance, pour garder celle semblance, que licence et la noise ensemble, la fraîche colore l'y ressemble, qui est en la face s'amie, et pense tant qu'il s'oublie. Ausens estoit, en son avis, l'hivermaus sur le blanc s'assit, comme les gouttes de sang furent qui de sort le blanc apparurent. En les gardèrent qu'il faisoit, lièrent ta vie, dans l'y plaisoit, qu'il veiste la colore nouvelle de la face s'amie belle. Alors Chrétien de Troyes était une charnière de l'évolution de cette langue qui est littéraire en tout cas, qui est romanesque, qui est une langue de fiction. Mais est-ce qu'il utilise le dialecte? Parce que quand on parle de l'ancien français, on parle de quoi en fait? D'abord, on parle d'une langue du nord de la Loire, non? De toute façon, on parle d'une langue du nord de la Loire, mais on pourrait dire que le terme ancien français, c'est un peu comme une formule algébrique. Ça subsume en réalité toute une série de langues, de dialectes qui avaient des formes légèrement différentes. Alors, naturellement, dès le premier exemple de langue écrite que l'on a, les Sermons de Strasbourg, on constate qu'on ne peut pas la rendre tout à fait adéquate à une région. Beaucoup d'érudits se sont battus pour savoir si c'était du nord, du centre, de l'est, de l'ouest, les Sermons de Strasbourg, on ne sait pas. Ce qui apparaît très vite, c'est que dès qu'on écrit, on n'écrit pas pour sa paroisse, si je peux dire, ou pour son village. Ce n'est justement pas pour ceux qui sont proches qu'on écrit, c'est justement pour que la parole soit portée bien au-delà. Donc il faut qu'elle soit comprise par des gens de toute région. Et même si dans des textes, et quels qu'ils soient, y compris ceux de Chrétien de Troyes, le dialecte perdure et perceptible, ce n'est que pour un tout petit pourcentage. Par exemple, Chrétien de Troyes, les copistes de Chrétien de Troyes écrivent sage, S-A-I-G-E, sage. Ou bien que je sache, que je sache. Ou bien on parlera du courage, ou du courage tout simplement. C'est-à-dire que dans certaines positions, le A évolue un petit peu. Autre exemple, on parlera de la même façon, Bretagne s'écrit dans ces dialectes-là, Bretaigne. Ou bien, toute autre chose, chacun connaît le soleil ou le conseil. Eh bien, dans cette langue-là, le « est »
qu'il y a dans Soleil, qu'il y a dans Conseil, devant ce lieu, qui à cette époque-là se prononçait encore lieu, à l'italienne en quelque sorte, devient haut. Et dans le texte de Chrétien de Troyes, on parlera donc du Soloil, du Conseil. Il y a d'autres traits, bien sûr, mais par exemple, vous voyez, on trouve dans à peu d'exemplaires des formes grammaticales, même pas seulement dans la prononciation, mais des formes grammaticales. Il y avait une forme de passé simple, de parfait, archaïque, qui a vécu longtemps, mais quand même, qui faisait qu'au lieu de dire « il entendit », on disait « il entendiez ». Eh bien, on le trouve encore chez Chrétien de Troyes. Et après quelques recherches, on a constaté qu'en Champagne, ce trait a perduré plus longtemps qu'ailleurs. Donc on aurait pu dire, tiens, bizarre, à la fin du XIIe siècle, Chrétien de Troyes connaît quelque chose qui a disparu déjà depuis une trentaine d'années, 50 ans. Eh bien non, dans cette province, c'était conservé. Bon, en outre, il y a peut-être un petit peu de vocabulaire spécifique, etc., mais cela, c'est moins sûr. En fait, pour nous, avec notre oreille d'aujourd'hui, ça pourrait presque être un jeu phonétique, au fond, cette différenciation dialectale. Quand on dit Soloy ou quand on dit Bretagne. Oui, pour nous, bien sûr. Et quand ça apparaît à la rime, ce qui est relativement rare, cela peut effectivement sonner particulièrement. Mais on peut imaginer que même un jongleur, disons, enfin, un diseur qui, dans une toute autre région, disait les œuvres de Chrétien de Troyes, il devait adapter sans doute sa prononciation à la région où il était. Donc, certainement, on ne sait pas très bien exactement jusqu'où ça va, mais certainement, il y avait un jeu entre des formes dialectales que chacun était capable de repérer comme non présentes ou non originelles, non dites de là où il était, mais qu'en même temps, il était capable de comprendre et de transformer. C'est au point que quelques siècles plus tard, un écrivain, Jean Froissart, pourra faire des rimes qui ne riment que parce qu'un mot est picard et l'autre mot est français. Si vous mettez tout en picard, ça ne rime plus. Si vous mettez tout en français, ça ne rime plus. Donc on va jusqu'à utiliser cette différenciation pour jouer dessus de façon un peu ironique, sans doute. La langue de Chrétien de Troyes est une langue qui finalement se rapproche du dialecte d'Île-de-France. C'est une langue, je dirais, classique, peu marquée par des traits dialectaux. Et finalement, on perçoit très bien ce que sera l'évolution du champenois au XIIIe siècle. À partir du XIIIe siècle, le champenois ne se distinguera plus de la langue d'Île-de-France. Encore faudrait-il faire la différence entre la langue de l'auteur et la langue du copiste, car la langue de Chrétien de Troyes, nous ne l'apercevons qu'à travers notamment la copie de Guyot de Provins, qui est une copie qui est postérieure à la date d'écriture des romans de Chrétien de Troyes, qui sans doute est assez proche de la langue de l'auteur, car Provins, c'est tout de même une ville qui est assez proche, qui est en Champagne. Donc, on peut en avoir un reflet assez fidèle, mais il faut quand même tenir compte des décennies, peut-être de décalage, entre le moment d'écriture, de production des romans de Chrétien de Troyes et le moment où la copie a été élaborée dans l'atelier de Guyot de Provins. Il ne nous reste pas du tout de manuscrit de Chrétien lui-même ? Non, nous n'avons pas de manuscrit autographe de Chrétien de Troyes. Nous ne pouvons le connaître qu'à travers la copie de Guyot, mais il y a d'autres manuscrits, bien sûr, qui nous ont conservé les œuvres de Chrétien de Troyes. Mais il y a tout de même à rappeler que Chrétien lui-même avait conscience de ne peut-être pas écrire aussi bien qu'il aurait aimé, parce que, il le dit dans un petit passage, il regrette de ne pas être parisien. Et que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais ça c'est plus tardif, où la plus belle langue était celle de Touraine, mais ça c'est justement quand la cour est allée s'installer là, le lieu de fermentation du français du Nord, et qui est devenu le français tout court, c'est Paris. C'est très curieux d'ailleurs, parce que c'est une époque où le pouvoir est minuscule. Les rois francs n'ont pas beaucoup de pouvoir par rapport aux grands féodaux. La Bourgogne est un pays étranger.
Or, on écrit en Bourgogne du français qui est presque le même que celui de Champagne. Mais alors, il y a quand même chez ces gens-là très souvent le sentiment qu'il y a un centre de rayonnement qui est Paris, déjà à l'époque. Alors qu'en fait, pour nous, quand on voit les plus belles choses, elles sont normandes, elles sont picardes, elles sont champenoises, beaucoup plus, parce que les grands trous verts, ils sont du nord de la France en général. Les centres culturels, en fait. Alors là, ce sont les centres culturels, c'est-à-dire les cours. Tout dépend de la qualité intellectuelle des cours, qui sont les héritières des cours féodales, mais qui sont plus importantes, qui sont apaisées et qui sont en général reliées par des contrats de paix avec le pouvoir royal, qui commence peu à peu à se débrouiller. Enfin bon, ça va devenir tout à fait net à partir de Louis XI à cette époque-là. Le chevalier sans nul arrêt va chevauchant par la forêt.